Dans un monde où la transformation digitale a redéfini les métiers, les usages et les risques, le secteur bancaire africain fait face à un double défi. Accélérer sa modernisation tout en renforçant sa cybersécurité. Au cœur de cette équation stratégique, les directions des systèmes d'information et de sécurité jouent un rôle actif. Digital Mag Côte d'Ivoire a aujourd'hui le plaisir de rencontrer Madame Karaboué, DSSI du groupe AFG, pour un échange autour d'une thématique majeure. Comment bâtir un écosystème cyber résilient et souverain grâce aux partenariats publics et privés. Madame Karaboué, bonjour. Bonjour. Alors, pouvez-vous vous présenter succinctement? Je vous remercie pour l'opportunité que vous me donnez d'échanger avec vous. Je suis de Jimel Aïssatou Karaboué, directrice cybersécurité du groupe AFG. Mon rôle principal est de pouvoir orchestrer toute la stratégie cybersécurité au niveau du groupe, de pouvoir organiser nos capacités organisationnelles, défensives et offensives, en termes de cybersécurité et à l'échelle du groupe même. Et donc, quand je dis groupe, nous avons plusieurs filiales qui sont réparties dans les zones UEMOA, en Afrique de l'Ouest, donc en Afrique centrale, donc la zone CEMAC et également l'archipel indien. Donc voici tout le périmètre qui est couvert et où il faut orchestrer en fait la stratégie cybersécurité. Très bien. Dans votre présentation, vous avez dit que vous devez orchestrer la cybersécurité dans une banque ou dans une institution financière. Que représente aujourd'hui la cybersécurité pour une institution financière? Alors, c'est une très belle question. La cybersécurité s'invite désormais aux différents comités de direction. Pourquoi? Parce qu'on utilise justement les métriques cybersécurité ou en tout cas la menace cybersécurité comme levier en fait pour pouvoir, comme levier opérationnel. Donc ça devient un levier stratégique aussi. Comment faire pour ne pas se faire attaquer? Quelles sont les dispositions à mettre en œuvre pour protéger en fait nos actifs? Les hackers généralement se dirigent vers les endroits où on a le plus d'argent, ce sont les institutions financières. Ce sont aussi on va dire des départements, des directions qu'on appelle chez nous la monétique. Donc c'est là où il y a de l'argent. Et généralement, les hackers se dirigent vers ces endroits-là et les différents dirigeants, puisque dans ce qu'ils sont en train d'établir comme démarche ou en tout cas comme stratégie, veulent s'assurer que cet aspect-là est véritablement maîtrisé et véritablement sécurisé. D'accord, madame. Dans ce contexte, on pourrait généralement déduire que la transformation digitale joue un rôle assez prépondérant dans ce contexte. Alors pour vous, comment est-ce que la transformation digitale pourrait améliorer ces conditions et vous aider également dans votre domaine à sécuriser tous les actifs, on va dire, de l'institution financière en question? On a un groupe qui est véritablement axé sur la transformation digitale. Pour preuve, nous avons la super app du groupe qui est une application bancaire où de bout en bout, nous avons quand même une application qu'on peut utiliser pour ouvrir un compte bancaire. Ouvrir un compte bancaire, effectuer des virements et autres. Derrière cette application-là, il faut pouvoir sécuriser. À l'échelle du groupe, à l'échelle de la transformation digitale, la sécurité doit pouvoir s'intégrer en amont des projets. Donc de pouvoir s'assurer que les prérequis, tant au niveau des différents prestataires que nous aurons ou même au niveau des équipes qui effectuent ce qu'on appelle le développement, que tous les prérequis sécurité sont intégrés. Dans ce cas, on parle de Sec by Design par exemple. Donc cette transformation digitale-là, elle s'accompagne aussi d'une sécurisation en amont. Pourquoi? Parce qu'il y a ce que j'appelle la confiance numérique. Ce sont des applications qui vont être utilisées par des clients. Les clients ont besoin d'être rassurés. Le secteur bancaire est très réglementé. Les différents régulateurs, notamment au niveau de la BCAO ou encore l'équivalent de la BCAO en Afrique centrale qu'on appelle la BEAC, veulent s'assurer que les données des différents clients sont sécurisées. Pourquoi? Parce qu'on a des hackers qui peuvent s'attaquer à ces applications-là si ces applications ne sont pas correctement développées. Je vais juste simplifier ainsi. Donc le rôle de la sécurité, c'est de se mettre en amont de ces développements-là, pendant ces développements pour donner des recommandations et aussi en termes d'amélioration continue pour s'assurer que par rapport à ce qui sort en ce moment en termes de failles, de vulnérabilité, que nous sommes parfaitement alignés et que nous sécurisons en fait les applications que nous mettons à la disposition des différents clients. Il en est de même pour les applications ou les solutions que nous utilisons en interne. Donc la sécurité n'est pas seulement technique, elle est stratégique
Pourquoi? Parce qu'il faut apporter une vision entre 5 et 7 ans, par exemple, au niveau de l'institution et vision qui sera alignée à la transformation digitale du groupe. Il y a également un rôle de catalyseur. C'est de pouvoir implémenter les notions que j'évoquais tout à l'heure, on les appelle du Sec by Design, c'est d'implémenter la sécurité en amont des projets. Pas quand les projets sont terminés, pas quand on a déjà décidé de certains budgets et qu'on se rend compte qu'on n'a pas fait le travail en amont d'intégrer la sécurité dans les projets. Donc ça engendre beaucoup plus de coûts, il y a beaucoup plus de failles à corriger. Donc ce sont des nouvelles démarches et aussi la sécurité a ce rôle de veille et d'anticipation. Qu'est-ce qui se passe à travers le monde? Comment est-ce que ces différentes menaces-là peuvent atterrir chez nous? Et quelles sont les préconisations, quelles sont les actions que nous mettons en œuvre pour éviter, en fait, j'ai envie de dire, ces déconvenues-là? Voici ce que je peux vous dire en termes de transformation digitale et comment la sécurité accompagne cette transformation digitale au niveau du groupe. D'accord, madame. Justement, en parlant de veille, en parlant de sécurité, est-ce que vous pouvez nous faire un état des lieux des menaces en matière de cybersécurité que vous rencontrez ou que vous avez pour habitude de rencontrer ici à Alger Holding? Par rapport à votre question, je vais plus me référer aux différents rapports d'Interpol sur le sujet. En Afrique, de façon générale, on a des attaques phishing qui sont très massives, ces attaques-là. Ce sont des liens frauduleux qui sont envoyés pour que les différentes personnes puissent cliquer là-dessus. Et du coup, on a accès on va dire, à leur système, à leurs informations, pour faire très simple. On a aussi le ransomware qui consiste à chiffrer. Donc, il y a une prise d'otage des données qui est faite. Après intrusion, ça peut être via un phishing. Après intrusion dans votre système informatique, on capture vos données. Donc, et après, ce qu'on fait, on exige une rançon. Donc ça, ce sont des menaces qui ont cours. Généralement, les institutions sont assez taiseuses là-dessus. Pourquoi? Parce qu'il y a une atteinte à la réputation. Pourquoi? Parce qu'au niveau des régulateurs, et je l'ai dit tantôt, en tout cas à l'entame de mon propos, que les régulateurs sont très regardants. Et donc, il y a des instructions de plus en plus exigeantes sur le volet cybersécurité. Donc, comment est-ce que ces différentes institutions financières-là sauvegardent les données de leurs clients? Comment est-ce que les différentes institutions financières s'assurent que les données à caractère personnel de leurs clients ne sont pas livrées en fait, aux hackers? Donc, il y a le phishing, je dirais, en tête. Il y a le ransomware. On a des types d'attaques aussi, comme des attaques DDoS, etc., etc. D'accord, madame. Alors, on parle de cyber-résilience également. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Et est-ce que la cyber-résilience est un impératif pour les entreprises du secteur bancaire ici en Côte d'Ivoire? Absolument. Si on n'a pas de cyber-résilience, ça veut dire en fait qu'on met la clé sous le paillasson. On a des entreprises qui ont mis la clé comme ça sous le paillasson. La cyber-résilience, c'est la capacité en fait d'une organisation, d'une entité à recevoir ce choc-là en termes de cyberattaque et de pouvoir malgré tout continuer j'ai envie de dire, à avancer, à délivrer des services de qualité, même si c'est assez défaillant ou en mode dégradé. Donc, on met en place ce qu'on appelle un plan de continuité d'activité. C'est de préparer un plan B. Si jamais on nous attaque sur telle infrastructure, qu'est-ce qui a été mis, on va dire, en parallèle pour pouvoir continuer à travailler? Donc, oui, il faut être cyber-résilient et la cyber-résilience, ça s'apprend. C'est d'apprendre justement aux différentes équipes, les différents scénarios et comment se comporter face à ces scénarios-là. Quels sont les différents processus que nous mettons par derrière pour nous assurer qu'au niveau des services que nous délivrons, les clients ont toujours ces services-là. Quelle est la communication qui est adaptée en termes de gestion de crise cyber, s'il y en a. Et ce sont tous ces éléments-là qui sont mis ensemble et pour lesquels on parle de cyber-résilience. Et ces éléments-là aussi sont mis en exergue par les différents régulateurs de nos zones, notamment dans les différentes instructions qu'ils publient et qui sont en vigueur en ce moment. Donc il faut à minima tester cette cyber-résilience dont vous parlez. Les régulateurs nous enjoignent de pouvoir la tester chaque année, à minima. D'accord, madame. À travers vos propos, on peut comprendre que AFG Holding fait vraiment des efforts conséquents afin d'être cyber-résilient sur le marché. Alors, en dehors de la cybersécurité, quels sont les grands défis liés à la digitalisation des banques ici en Côte d'Ivoire et principalement au niveau de AFG Holding? Les grands défis qui sont liés, on a tout de suite ce qui me vient en tête, c'est l'inclusion numérique.
on a cette fracture numérique-là. On a des populations qui sont non bancarisées, on a des populations qui sont analphabètes tout court et qui sont analphabètes aussi, numériquement parlant. Donc, ces populations-là on doit pouvoir nous cibler l'inclusion numérique et c'est ce qui est en train d'être fait, notamment avec l'ouverture des différentes agences un peu partout en Côte d'Ivoire, pas uniquement dans la zone urbaine, mais aussi au niveau dans les différentes localités que nous avons en Côte d'Ivoire. D'accord, madame. Alors, face à tous ces défis, comment est-ce que vous voyez l'avenir du numérique dans le secteur bancaire en Côte d'Ivoire? Je pense qu'on a énormément d'opportunités, notamment dans le secteur bancaire. Je pourrais évoquer l'intelligence artificielle qui nous permet en fait la détection très rapide des fraudes. On peut aussi toujours, en termes de cybersécurité, utiliser l'IA et c'est ce qui se fait dans les différentes solutions que nous avons en termes de détection rapide, en termes d'analyse aussi, en termes d'expérience client par exemple pour l'analyse comportementale des différents clients. Et puis derrière tout ce qu'on peut dire en termes de tokenisation pour tout ce qui concerne la blockchain, c'est super intéressant en ce moment de pouvoir parler de l'avenir du numérique ou en tout cas la cybersécurité dans cet écosystème. En parlant d'écosystème, on a un écosystème qui est très fertile, c'est l'Afrique. Il y a énormément d'enjeux, il y a tout qui est à faire. On n'a pas cette lourdeur, j'ai envie de dire, un peu du legacy dans les environnements occidentaux, où tout doit être processé selon les lois, des réglementations et autres. L'Afrique est un terreau qui est très fertile pour cela. On a une jeunesse aussi, parce que c'est ça notre force, contrairement aux autres nations. L'Afrique, en tout cas, a une force immense en sa jeunesse, et je crois justement en cette jeunesse-là. Et c'est un terreau fertile qui a très rapidement pris le pas sur tout ce qui concerne en fait la digitalisation. Pratiquement tout le monde a à minima un ou deux téléphones portables. Les jeunes sont très à l'aise avec les différentes applications que nous avons sur le marché, etc. etc. Donc pour nous, c'est très intéressant d'avoir ce terreau qui est fertile, de savoir aussi qu'il y a de nouvelles startups, une digitalisation qui se fait, donc des PME. Et derrière, en tout cas, ce partenariat privé-public doit pouvoir se faire. C'est de faire confiance justement à ces PME, de faire confiance aux talents du secteur. Et il n'y en a pas énormément. Et ce que vous faites, je trouve ça intéressant parce que cela nous permet de mettre en exergue en fait, les talents locaux sur ces thématiques-là qui sont très importantes et qui représentent en fait, j'ai envie de dire demain, mais qui représentent déjà aujourd'hui. Donc, nous avons beaucoup à gagner en investissant dans les nouvelles technologies, en investissant surtout dans la jeunesse, en la formant. Et pour moi, ce sont des éléments en fait, qui peuvent porter encore plus l'Afrique.